Obtenir un prêt immobilier est aujourd'hui devenu un vrai parcours du combattant. Dans cette vidéo, je vous propose de passer du côté de la banque et de vous expliquer pourquoi et surtout comment vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Bonjour à tous, je m'appelle Damien Lamy et j'ai comme ambition de vulgariser tout ce qui est au niveau des finances personnelles et de l'investissement immobilier pour vous permettre de passer à l'action sereinement. Alors dans cette vidéo, on va aller du côté de la banque. Moi perso, j'y ai passé 14 ans à l'intérieur du système bancaire et j'ai décidé en fait de vous expliquer exactement comment ça se passe au niveau bancaire. Donc il va y avoir quelques petites notions techniques. Mon ambition, c'est de vous expliquer ça simplement et ensuite de vous montrer un plan d'action que vous allez pouvoir appliquer pour arriver à tirer votre épingle du jeu malgré la situation qu'on peut voir comme compliquée aujourd'hui. Donc dans une première partie, on va voir que la banque, c'est en fait un gestionnaire du risque. D'un côté, il faut avoir en tête que la banque gère du risque au quotidien. Alors ça veut dire quoi? En soi, on pense tous que les banques, ça fait que garder notre argent et nous prêter de l'argent en retour. Ils gardent notre argent, ils le font travailler. En retour, ils nous prêtent de l'argent de temps en temps. Ils ont un rôle beaucoup plus complexe. Ils doivent tout comprendre, tout gérer parce que les sommes en jeu, les leviers mis à leur disposition sont énorme. Et du coup, ce sont de vrais gestionnaires de risque. En fait, il faut comprendre qu'à chaque fois que que la banque va vous prêter de l'argent, elle prend un risque énorme. Si elle fait ça n'importe comment, comme ça a été un peu la folie à un certain moment, et surtout, si vous vous rappelez une période de crise aux États-Unis, où c'était juste une catastrophe, mais on n'a pas du tout ici la même façon de gérer le prêt immobilier, ça peut vite devenir une catastrophe. Et la banque, si elle n'était pas un gestionnaire de risque, alors elle jouerait avec vous. Et elle serait comme au loto, comme au casino. On met tout sur le rouge, on espère que ça passe. La banque peut pas se permettre ça. Donc elle doit évaluer minutieusement votre réelle capacité à rembourser le prêt. C'est pour ça qu'elle vous embête avec plein de documents. C'est pour ça qu'elle vous embête pour avoir le détail de votre situation. C'est parce qu'en fait, elle joue un rôle important et elle doit se garantir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle doit derrière maîtriser l'ensemble du circuit pour être sûr que vous remboursiez. Maintenant, à côté de ça, pour équilibrer ce risque, la banque va devoir maîtriser ses fonds propres, l'argent qu'elle possède réellement. La banque a besoin de fonds propres assez importants. Plus elle a des fonds propres importants, plus ça va lui permettre de pouvoir être en sécurité si y a des clients qui ne payent pas. Et on va voir que là, dans une période comme on arrive 2023, 2024, sûrement 2025, ils doivent de plus en plus mettre cet élément en place qui est le fait d'avoir des faillites de particuliers, de sociétés. Et du coup, en fait, ils ont un besoin très important de fonds propres. Le fonds propre, ça va être en fait comme un peu leur ceinture de sécurité. Ils sont dans une voiture, et il doit avoir une ceinture de sécurité la plus importante. La banque sait qu'il va y avoir des accidents de paiement. C'est comme vous êtes en voiture, vous avez la ceinture et vous savez que vous avez des accidents. Numéro 1, vous mettez pas la ceinture, vous allez au petit bonheur à la chose, ça serait un mauvais gestionnaire de risque. Et là, du coup, au moindre accident, bim, vous prenez le pare-brise. Numéro 2, vous avez une ceinture mais qui tient pas trop. Et numéro 3, ce que font les banques et ce que font de plus en plus les banques dans une période de récession économique, c'est qu'ils blindent leur ceinture. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment jouer entre ce qu'ils vont vous prêter versus les fonds propres, donc les fonds dont ils disposent réellement si vous êtes en faillite. Alors, c'est assez technique, mais c'est quelque chose de très très important. Et on va revenir à des choses plus terre à terre pour vous, les indicateurs de risque. Pour la banque, elle va utiliser plusieurs indicateurs que vous connaissez bien pour évaluer votre risque, ce qu'on appelle un scoring. C'est-à-dire qu'on a tous, au niveau de la banque, un score derrière nous, derrière notre tête, personne physique, personne morale en société, on a tous un score. Et ils vont se servir de votre historique de crédit, de votre taux d'endettement, de votre emploi, est-ce que vous êtes en CDI, en CDD, en intérim, entrepreneur, si oui, depuis combien de temps. Ils vont essayer d'avoir, en fait, ça va être le médecin de vos finances pour savoir si vous êtes dans une situation stable, sereine ou pas. Tout va compter. Alors, la conséquence pour vous, c'est assez simple. C'est que si vous voulez avoir un prêt immobilier aujourd'hui, il faut tenir compte réellement que la banque, c'est pas juste un donneur d'argent. C'est un gestionnaire du risque et il va falloir jouer avec selon votre condition. Il va falloir être prêt à mettre plus d'épargne, à raccourcir la durée. Ça va être tout simplement vous faire augmenter les chances d'avoir votre crédit. Si vous avez une situation 10-5 étoiles, donc un super scoring, que vous avez encore en plus de l'épargne de côté, potentiellement, et c'est même à peu près sûr, rien ne va vraiment changer pour vous. Si ce n'est pas votre cas, il va falloir rentrer dans les clous et faire des concessions, voire des contreparties. On va voir ça dans le reste de la vidéo. Je vais vous parler de cette notion aussi de contrepartie. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet de la gestion du risque, je vous encourage à aller voir quelque chose qui s'appelle les ratios de Bâle 3. Les ratios Bâle 3,
c'est une obligation pour les banques d'avoir des fonds propres, une proportion de fonds propres versus l'argent qu'ils prêtent sur les placements financiers ou autres, dans une période de récession où on sait que beaucoup de choses peuvent se passer dans le positif, mais aussi dans le négatif. Et on ne parle pas de nous, les particuliers, mais on parle d'institutions qui pourraient faire faillite. Il y a une rigidité qui va être mise en place au niveau des banques. Il faut comprendre. Donc, allez voir cet accord de Bâle 3. Je vous mettrai un lien dans la description d'un site qui va vous permettre de comprendre ça si vous voulez aller plus loin. On va passer maintenant en revue la partie du durcissement de l'obtention de prêts. Je vous apprends rien, vous l'avez sûrement déjà vu. 40% en moyenne des dossiers de financement sont rejetés. Il y a un réel durcissement. Donc on va voir ça tranquillement dans cette partie. Mais avant de passer à cette partie, je vous invite, si vous aimez cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. Comme ça, vous serez prévenu quand je sors mes vidéos hebdomadaires. Et moi, ça me permet de remonter dans le référencement YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre pouce pour m'apporter ce soutien. Ça vous prend 2 secondes. Et moi, c'est très important pour la visibilité tout simplement de la chaîne. Donc, il est indéniable que les conditions se sont durcies. Je crois qu'on est tous d'accord pour obtenir un prêt immobilier. Ma vision, c'est que tout n'est pas perdu, mais que c'est le moment d'être un fin joueur, un stratège. Et c'est là que ça va être très intéressant, c'est qu'il n'y aura de la place que pour les fins stratèges. Alors, vous le connaissez sûrement, le HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière. Personne ne connaissait son nom il y a quelques années, et maintenant, la plupart des gens le connaissent. Ils ont mis en place, et c'est clair, des mesures restrictives. À côté de ça, les banques sont devenues plus frileuses parce qu'ils peuvent, sous couvert des mesures restrictives du HCSF, fermer le robinet des crédits s'ils le souhaitent. Fermer, pas tout à fait. On va dire plutôt qualifié. C'est comme, là-dessus, je vais vous donner un exemple. Vous allez aller devant une boîte de nuit branchée. Vous y allez en claquettes, chaussettes, Bermuda. Vous allez aller devant et le videur va vous dire, excusez-moi, à l'intérieur, c'est une soirée privée. Ok, vous allez sortir, vous allez dire, bon, il n'y a que des soirées privées, ils acceptent personne. Vous revenez, chemise, jean, paire de chaussures, sympa. Vous rentrez. Bonjour monsieur, c'est pour 2 personnes? Avec plaisir. Passez une bonne soirée. C'est à un moment le profil qui fait que vous accédez ou pas à certaines prestations. Le banquier, il recherche des dossiers faciles, impeccables, des dossiers complets. Il recherche ce que les autres ne font pas. Ça, c'est depuis le début, je le raconte depuis des années. Par contre, aujourd'hui, la différence, c'est qu'avant, ça fatiguait potentiellement la banque. Aujourd'hui, ça vous exclut du système de financement. Voilà, quand on sait les règles du jeu, soit on les applique, soit il ne faut pas pleurer si ça ne fonctionne pas, tout simplement. L'épargne. Dans mes notes, j'en parle pas. Alors, est-ce qu'on peut investir sans apport? Alors, c'est très sexy, tout le monde a envie d'investir sans apport. Je vais vous expliquer en fait, je vais vous donner un secret. Gardez-le pour vous. On peut investir sans apport, mais pas sans épargne. Aujourd'hui, cash is king. Enfin, c'est depuis la nuit des temps, mais aujourd'hui encore plus. Par rapport à tout ce que je vous ai montré, je vous ai donné les coulisses du système. Gestionnaire de risque, Bâle 3, les fonds propres, c'est super technique. La banque a besoin de s'assurer d'avoir des liquidités de la personne qui emprunte, d'une certaine manière. Une vue sur ces liquidités ou la capacité à cette personne à avoir de grosses liquidités. Donc oui, si vous avez 200 000 euros d'épargne, il est possible qu'on vous demande moins d'apport que si vous avez 5 000 euros d'épargne. Ça peut être vu comme dégueulasse, mais c'est la vie. En fait, à un moment, soit on se dit, bon, c'est nul, c'est injuste. Soit on fait en sorte de comprendre les règles du jeu et de jouer avec ces règles-là. Il y a des règles qui ne changeront pas. J'ai quitté maintenant le domaine bancaire depuis quelques années. Ça n'a pas du tout changé. C'est toujours la même chose. Le rôle de la banque est le même. La solidité financière et les potentielles contreparties que vous allez pouvoir mettre dans votre dossier feront la différence. C'est quoi une contrepartie? C'est mettre une partie de votre argent en apport dans votre projet immobilier. C'est mettre une partie de cet argent sur une assurance vie, sur une SCPI connectée à la banque. Ouais, ça peut être plein de choses autour, des choses avec beaucoup d'impact, donc à vous de mesurer, et des choses avec très peu d'impact. On peut aussi, dans les contreparties, opter pour alors c'est pas une contrepartie directe, mais indirecte, pour une durée plus courte. Durée plus courte, le gestionnaire de risque prend un peu moins de risque parce que la durée est plus courte, les échéances plus grosses, ça peut être quelque chose de pertinent à certains moments. C'est pas un gros mot que d'emprunter sur une durée plus courte. Ce n'est pas un gros mot que de mettre de l'apport dans un projet immobilier. Prenez de la hauteur sur ce que vous entendez sur Internet. Investir de l'épargne que vous avez en période d'inflation, ça peut être très pertinent d'aller protéger son épargne. Malheureusement, la vie n'est pas binaire, c'est pas 0 ou 1, ça va dépendre de de vos objectifs, de ce que vous voulez mettre en place. On voit qu'il y a des règles du jeu qui changent un petit peu, surtout sur la partie apport, épargne, contrepartie. Votre but, c'est de marquer des points et d'avoir votre dossier validé.
Donc, adaptez-vous aux nouvelles règles. Ne râlez pas face à ces nouvelles règles, mais adaptez-vous et jouez intelligemment à ce jeu d'échecs qui a des règles qui ont un petit peu changé. Si le fou se déplaçait en diagonale et qu'aujourd'hui, on dit qu'il peut se déplacer en diagonale, mais pas plus de 3 cases, bah c'est la vie, c'est comme ça. Il se déplacera pas plus de 3 cases. Et où on râle et on arrête tout, ou on s'adapte. Je vais finir la vidéo par une partie qui est aussi importante. Donc on a vu que la banque était un gestionnaire de risque, mais la banque, elle va continuer à vous prêter. N'ayez aucune crainte là-dessus. Et vous savez pourquoi elle va continuer à vous prêter? Parce qu'en fait, la banque, c'est tout d'abord une société commerciale qui est là pour faire de l'argent, qui a des actionnaires, qui veut faire des pépettes et du bénéfice. Il doit faire du business. Pour faire du business, c'est pas compliqué. Il y a 2 niveaux quand on a une société. C'est avoir de nouveaux clients le moins cher possible et également transformer, proposer de nouveaux produits à des clients existants. Donc les garder et leur proposer de nouveaux produits. Du coup, la banque, le prêt immobilier, c'est un formidable point d'entrée pour la banque pour acquérir de nouveaux clients face à la concurrence. Rien qu'au niveau de l'acquisition de nouveaux clients, la banque va être obligée de continuer à prêter. Et à côté de ça, il y a aussi les clients existants qu'il va falloir continuer à fidéliser. Par exemple, s'ils ont des produits bancaires, des produits de financement, des assurances vie, etc. Continuer à gagner ce récurrent qui est très très important pour la banque. Et du coup, les clients existants vont aussi tirer leur épingle du jeu parce que la banque va avoir tout intérêt à les garder plutôt qu'à aller chercher de nouvelles collectes. Votre banque a intérêt à vous garder. Si vous êtes, et à côté de ça, les autres banques ont intérêt à vous prendre. Cette partie-là du business au niveau bancaire, elle ne changera pas. Par contre, il y a la couverture par l'équipe gestionnaire de risque qui va être un peu plus rigide, la conformité aussi, pour accepter de nouveaux clients. On va pas être dans une acquisition coûte que coûte. C'est pas grave, on ferme les yeux. Non, ça va être une acquisition réfléchie, mais le principe commercial de la banque n'a pas bougé et ne bougera jamais car derrière, c'est des actions avec des actionnaires et du coup des comptes à rendre à un comité d'administration et à des actionnaires derrière. Donc c'est le même mécanisme que n'importe quelle société comme Total ou autre société du CAC 40. Parce que ce qui intéresse réellement la banque derrière le prêt immobilier, c'est pas la faible marge du prêt immobilier. C'est tout ce qu'on appelle le cross-selling, le upselling, c'est-à-dire tous les produits qui sont connexes au prêt immobilier ou les produits qui vont permettre d'augmenter de manière générale la valeur d'un client. Leur objectif quand ils vont acquérir quelqu'un, c'est derrière de lui proposer des offres à côté. Par exemple, sur cette partie-là, quand on dit raconter une histoire et l'histoire que la banque veut entendre, ça peut faire peur à la banque. Un investisseur, pur investisseur comme on tente de l'être tous. Par contre, un petit investisseur qui achète un petit premier projet, mais qui n'est pas fermé à un Pinel ou à la résidence étudiante, pour la banque, du coup c'est ok, je vais lui faire son petit premier projet là, pour lui faire plaisir et derrière, bim, je vais lui proposer un Pinel. Et ça, du coup, ça fait que vous êtes plus captif pour eux. Ils voient la valeur globale que vous pourriez avoir. Alors après, potentiellement, il ne vous gagnera pas là-dessus et c'est là qu'il faudra trouver d'autres contreparties pour continuer. En synthèse, les banques cherchent à équilibrer leur tolérance au risque avec leurs besoins de rentabilité. Ça, vous l'avez bien compris dans l'idée de la vidéo. Pour ça, ils vont devoir se conformer aux exigences réglementaires et protéger, qui leur demandent de protéger à la fois leurs intérêts et les intérêts de leurs clients. Ça, c'est les règles du jeu, on a pu voir dans cette vidéo, point par point pour vous expliquer pourquoi, mais voilà, ce sont les règles du jeu. Maintenant, en fait, vous allez voir, il va juste falloir avoir une approche très mature de la mise en œuvre de votre projet immobilier. Rien n'est bloqué si vous êtes vraiment sérieux et si vous savez au fond de vous que vous répondez aux différents critères. Alors là, il y a 2 possibilités et c'est à vous de voir où vous vous situez actuellement. Soit vous répondez pas à ces critères et honnêtement, vous n'aurez pas votre financement. Vous ne pourrez pas aujourd'hui investir dans l'immobilier. Est-ce que ça veut dire que vous pourrez jamais investir dans l'immobilier? Non. Mais maintenant, je suis pas là pour vous dire n'importe quoi pour vendre du rêve. Il va falloir remettre des choses en place. Je vais vous proposer de récupérer mon livre. Donc vous allez sur Amazon, sur la Fnac, vous tapez mon nom, vous allez trouver mon livre, 19,80 €, donc accessible à tout le monde. Et dans ce livre, il y a une partie où je vais vous donner exactement le plan d'action à suivre si vous n'avez pas encore un profil que j'appelle bankable pour devenir un profil bankable. Vous aurez juste à suivre le plan d'action. Alors, est-ce que c'est un plan d'action facile en 5 minutes en étant sur son canapé? Non. Il y a des gens, et vous aurez des témoignages dans le livre de personnes qui étaient fichées Banque de France, qui ont réussi à investir dans l'immobilier. Donc, compliqué au début, mais faisable. Si vous êtes de l'autre côté, dans ces cas-là, foncez. Prenez un rendez-vous avec nous
et regardons comment on va pouvoir vous accompagner. Alors, j'arrive à la fin de cette vidéo. C'était un plaisir de la faire sur un sujet, moi, qui me passionne. Je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, mettez votre pouce, ça vous prend 2 secondes. Moi, ça me permet de monter dans le référentiel et de rendre cette vidéo accessible au plus grand nombre. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour notre vidéo hebdomadaire. Ciao, ciao, bye bye.